Chapitre 10. Le miroir me renvoyait l'image d'un Indien malade. J'ai laissé tomber la trousse de maquillage dans mon sac et j'ai regardé par la fenêtre. Les marais et les arrière-cours du Connecticut défilaient comme un immense dépôt d'ordures. Chaque fragment de paysage n'avait aucun rapport avec le suivant. Quel salmigondis que le monde. J'ai jeté un œil sur ma nouvelle jupe et mon nouveau corsage. C'était une immense jupe verte plissée, fourmillant de petits dessins noirs, blancs et bleus électriques. Elle s'évasait comme un abat-jour. En guise de manche, le corsage blanc œillé formait des volants sur les épaules, mous comme les ailes d'un ange débutant. Comme j'avais oublié de conserver des vêtements dans le tas que j'avais balancé au-dessus de New York, Betsy m'avait échangé un chemisier et une jupe contre ma robe de chambre avec les épis de blé. Mon image blême avec les ailes blanches, la queue de cheval brune, etc., se dessinait fantomatiquement sur le paysage. Pollyanna, la cowgirl, ai-je dit à haute voix. Une femme assise en face de moi avait levé les yeux de son journal. Au dernier moment, je ne m'étais pas senti le courage de laver les 2 lignes diagonales de sang séché qui marquaient mes joues. Elles avaient l'air touchant et assez spectaculaires. Je voulais les conserver comme des reliques d'un amant décédé jusqu'à ce qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. Évidemment, si je souriais ou si je remuais trop le visage, le sang allait partir en un rien de temps. Alors, je gardais le visage immobile, et quand je parlais, je gardais les lèvres serrées, et je parlais entre les dents. Je ne voyais vraiment pas pourquoi les gens devaient me regarder. On rencontrait un tas de gens beaucoup plus bizarres que moi. Ma valise grise voyageait dans le filet au-dessus de ma tête. Elle ne contenait que l'exemplaire des 30 meilleures nouvelles de l'année, un étui à lunettes blancs et 2 douzaines d'avocats, un cadeau d'adieu de Dorine. Comme les avocats n'étaient pas mûrs, ils ne souffriraient pas trop. Quand je balançais ma valise, la soulever ou la poser, on les entendait rouler dedans avec un bruit bien typique. Août 108, a hurlé le contrôleur. Le désert civilisé de pins, chênes et érables s'est arrêté pour s'immobiliser comme un mauvais tableau dans l'encadrement de la fenêtre. Ma valise cognait et se coinçait pendant que je négociais le long couloir. En sortant du wagon climatisé sur le quai de la gare, le souffle maternel de la banlieue m'a enveloppé. Cela sentait les jets d'arrosage sur les pelouses, les breaks et les raquettes de tennis, les chiens et les bébés. Une quiétude estivale recouvrait toute chose de sa main apaisante comme la mort. Ma mère m'attendait près de la Chevrolet grise souris. « Mais chérie, qu'est-ce que tu as sur la figure ?» Je me suis coupé, ai-je répondu en vitesse et j'ai rampé sur le siège arrière, derrière ma valise, pour qu'elle ne me regarde pas tout le temps. Les garnitures intérieures étaient lisses et propres. Ma mère s'est glissée au volant et m'a jeté quelques lettres sur les genoux, puis elle m'a tourné le dos. La voiture s'est ébranlée. « Il vaut mieux que je dise ça tout de suite », m'a-t-elle dit, et rien qu'à l'inclinaison de sa tête, j'ai deviné qu'il s'agissait de mauvaises nouvelles. Tu n'es pas reçu à ton cours de littérature. L'air a déserté mes poumons. Pendant tout le mois de juin, ce cours de littérature m'était apparu comme un pont lumineux et solide, enjambant l'océan d'ennui de l'été. Maintenant je le voyais chanceler et disparaître, avec un corps en blouse blanche et jupe verte tournoyant dans le vide. Ma bouche s'est figée amèrement. J'en étais sûr. Je me suis affaissé, le nez au niveau du bord de la fenêtre, et j'ai regardé défiler les maisons de la périphérie de Boston. Plus les maisons m'étaient familières, plus je m'enfonçais. J'avais l'impression qu'il était capital de ne pas être reconnu.
Le plafond matelassé de la voiture se refermait sur moi comme le toit d'un fourgon cellulaire. Les maisons de bois, resplendissantes, blanches, toutes identiques, séparées par un carré de gazon bien entretenu, défilaient comme autant de barreaux formant une grande cage d'où l'on ne pouvait s'évader. C'était la première fois que j'allais passer l'été dans la banlieue. Le grincement strident des roues d'une poussette m'a fait mal aux oreilles. Le soleil qui s'insinuait à travers les stores remplissait la pièce d'une lumière sulfureuse. J'ignorais depuis combien de temps je dormais, mais mon corps n'était qu'une seule longue crispation d'épuisement. Le lit jumeau à côté du mien était vide et défait. À cette heure, j'avais entendu ma mère se lever, s'habiller et se glisser hors de la pièce. J'avais entendu le ronflement du presse-orange en bas, et l'odeur du café. Des œufs au bacon s'étaient glissés sous la porte. Un peu plus tard, l'eau coulait dans l'évier. Ma mère faisait teinter les assiettes en les essuyant avant de les ranger dans le placard. La porte d'entrée s'est ouverte et refermée, puis celle de la voiture. Le moteur s'est mis à ronronner. La voiture a crissé sur le gravier, puis s'est évanouie. Ma mère donnait en ville des cours de sténo et de dactylo à un tas de jeunes collégiennes. Elle ne rentrait à la maison qu'en fin d'après-midi. Les roues de la poussette crissaient de nouveau. On aurait dit que quelqu'un sous ma fenêtre faisait aller et venir un landau. Je me suis glissé hors du lit, sur le tapis, et, doucement, à quatre pattes, j'ai rampé pour voir ce que c'était. Notre maison de planches était petite, au milieu d'une pelouse verte, à la jonction entre deux rues paisibles, mais, malgré les petits érables qui entouraient notre propriété, n'importe qui sur le trottoir pouvait voir ce qui se passait au premier étage. Je m'en étais rendu compte grâce à notre voisine, une femme malveillante qui s'appelait Madame Ockenden. Madame Ockenden était infirmière en retraite. Elle venait d'épouser son troisième mari. Les autres étaient morts dans des circonstances troubles. Et elle passait un temps fou à guetter dehors derrière les rideaux de ses fenêtres. Elle avait téléphoné 2 fois à ma mère pour lui parler de moi. Une fois pour signaler que j'étais resté 1 heure sous un lampadaire devant la maison à embrasser le propriétaire d'une Plymouth bleue. La seconde fois pour signaler que je ferais mieux de baisser les stores de ma chambre, parce qu'un soir, alors qu'elle promenait son Scotch terrier sur le trottoir, elle m'avait vu à demi nu en train de me coucher. Avec d'infinies précautions, j'ai levé la tête jusqu'au bord de la fenêtre. Une femme qui ne dépassait pas 1,60 m, avec un ventre grotesque et obèse, poussait un vieux landau dans la rue. 2 ou 3 petits-enfants de tailles différentes, tous pâles, avec le visage barbouillé et les genoux sales, zigzaguaient dans ses jupes. Le visage de la femme était illuminé par un sourire serein, presque religieux. Sa tête était joyeusement renversée en arrière, comme un œuf d'hirondelle perché sur un œuf de canard. Elle souriait dans le soleil. Je connaissais bien cette femme. C'était Dodo Conway. Dodo Conway était catholique. Elle était allée à Barnard, avait épousé un architecte qui avait fait Columbia et était également catholique. Il possédait plus haut dans la rue une maison pleine de coins et de recoins, cachée par une sinistre rangée de pins, entourée de scooters, de tricycles, de landaux de poupées, de camions de pompiers, de battes de baseball, de filets de badminton, d'arceaux de croquet, de cages à hamster, de bébés épagnuls, enfin, tout l'attirail envahissant de l'enfance dans une banlieue résidentielle. Dodo m'intéressait malgré moi. Sa maison différait de toutes les autres du voisinage. Par sa taille, elle était beaucoup plus grande. Sa couleur, le premier étage était fait de rondins de bois sombre et le rez-de-chaussée de stuc gris constellé de cailloux gris et rouges de la taille d'une balle de golf. Et par son écran de pin qui la cachait complètement aux yeux des passants.
Notre communauté de pelouses contiguës, de haies amicales atteignant à peine la taille, trouvait cela éminemment asocial. Dodo élevait ses 6 enfants, et sans nul doute élèverait-elle son 7e aux cornflakes, au sandwich de beurre de cacahuète, à la guimauve, à la glace à la vanille, et en les abreuvant de litres et de litres de lait. Elle avait d'ailleurs droit à une remise spéciale du laitier local. Tout le monde adorait Dodo, bien que l'accroissement continu de sa famille soit le principal sujet de discussion du voisinage. Des gens plus âgés des environs, comme ma mère, avaient 2 enfants, et les plus jeunes, plus prospères, en avaient 4. Mais personne, excepté Dodo, n'en attendait de 7e. Même 6 étaient considérés comme excessifs. Mais évidemment, affirmaient les gens, Dodo était catholique. J'ai observé Dodo aller et venir avec le plus jeune des Conway. Elle avait l'air de faire ça exprès pour moi. Les enfants me rendaient malade. Une planche du parquet a grincé et je me suis jeté à terre au moment même où le visage de Dodo Conway, par je ne sais quel instinct ou don d'audition surnaturelle, tournait sur le petit pivot de son cou. Je l'ai observé qui scrutait à travers les planches blanches le papier peint rose à fleurs et qui me découvrait accroupi derrière les tubes chromés du radiateur. J'ai rampé jusqu'à mon lit et je me suis recouvert la tête avec le drap. Mais c'était insuffisant pour écarter la lumière, alors j'ai enfoui ma tête sous l'oreiller et j'ai fait semblant de croire qu'il faisait encore nuit. Comme ça je ne voyais aucune raison pour laquelle j'aurais dû me lever. Je n'avais pas le moindre projet en vue. Après un moment, j'ai entendu le téléphone qui sonnait en bas, dans l'entrée. J'ai enfoncé l'oreiller sur mes oreilles et je me suis donné 5 minutes. Quand j'ai sorti la tête de son abri, la sonnerie avait cessé. Presque aussitôt, elle a recommencé. En insultant l'ami, le parent ou l'étranger inconnu qui avait flairé mon retour à la maison, je suis descendu pieds nus dans le hall. L'instrument noir sur la table d'entrée carillonnait sa note hystérique comme un oiseau nerveux. J'ai décroché. « Allô ?» ai-je fait en déguisant ma voix. « Allô, Esther ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as une laryngite ?» C'était ma vieille copine Jodie qui m'appelait de Cambridge. Cet été, Jodie travaillait à la coop et elle suivait des cours de sociologie pendant l'heure du déjeuner. Elle et 2 autres filles de mon collège avaient loué un grand appartement à 4 étudiants en droit de Harvard, et j'avais projeté de les rejoindre quand commencerait mon cours de littérature. Jodie voulait savoir quand je serais des leurs. « Je ne viens pas. J'ai été recalé pour le cours. » ai-je répondu. Un moment de silence. « C'est un con, » a affirmé Jodie. « Il ne sait même pas reconnaître les bonnes choses quand on les lui colle sous le nez. » C'est bien ce que je pense. Sa voix me paraissait étrange et creuse. « Viens de toute façon. Suis un autre cours. » L'idée d'apprendre l'allemand ou la psychologie pathologique m'a chatouillé l'esprit. Après tout, comme j'avais économisé la quasi-totalité de mon salaire new-yorkais, je pouvais presque me le permettre. Et la voix creuse a répondu. « Vaut mieux pas compter sur moi. » Bon, a commencé Jodie. Parce qu'il y a bien cette autre fille qui voulait venir avec nous s'il y avait une défection. Parfait, appelle-la. À la minute même où j'ai raccroché, j'ai su que j'aurais dû accepter de venir. Une matinée de plus à écouter les grincements du landau de Dodo Conway et je deviendrais folle. Je m'étais également fait un principe de ne jamais vivre plus d'1 semaine dans la même maison que ma mère. J'ai tendu la main vers le téléphone. Ma main a avancé de quelques centimètres, puis elle a reculé et elle est retombée inerte. Je l'ai poussée une fois encore vers le récepteur, mais de nouveau elle s'est arrêtée, comme si elle avait rencontré un panneau vitré. Je traînaillais dans la salle à manger.
Sur la table, il y avait une longue enveloppe commerciale. Sur la table, il y avait une longue enveloppe commerciale du cours de vacances et une petite enveloppe mince et bleue avec le signe de Yale, qui m'était adressée de la main lucide de Buddy Willard. J'ai fendu l'enveloppe du cours avec un couteau. On m'avisait que puisque je n'étais pas admise au cours de littérature, je pouvais encore choisir un cours de remplacement. Mais il faudrait alors appeler le secrétariat des inscriptions des réceptions de cette lettre, faute de quoi il serait trop tard, car tous les cours étaient quasiment complets. J'ai téléphoné au bureau des inscriptions et j'ai confié à la voix de Zombie que mademoiselle Esther Greenwood renonçait au cours de vacances. J'ai décacheté la lettre de Buddy. Il m'écrivait qu'il était peut-être bien amoureux d'une infirmière tuberculeuse, elle aussi, mais comme sa mère avait loué un chalet dans les Adirondacks pour le mois de juillet, si je venais avec elle, il se pourrait bien qu'il se rende compte qu'en définitive ses sentiments pour l'infirmière n'étaient qu'illusoires. J'ai pris un crayon et j'ai barré le message de Buddy. J'ai retourné la feuille et j'ai écrit sur le verso que j'étais fiancé à un traducteur simultané et que je ne voulais plus jamais revoir Buddy Willard parce que je ne voulais pas que mes enfants aient un père hypocrite. J'ai remis la lettre dans l'enveloppe. Je l'ai refermée avec du scotch et je lui ai retourné sans mettre de timbre. Je trouvais que ce message ne méritait pas plus que les 3 cents d'origine. J'ai décidé de consacrer l'été à écrire un roman. Grand nombre de gens allaient se trouver édifiés. Je suis allé dans la cuisine. J'ai laissé tomber un œuf cru dans le bol de viande hachée. J'ai mélangé le tout et je l'ai mangé. Ensuite, j'ai installé la table de bridge dans le passage couvert à l'abri du vent entre la maison et le garage. Devant, un grand buisson de faux orangers bouchait la vue depuis la rue. Les murs de la maison et du garage formaient les côtés et derrière. Un bosquet de bouleaux et une haie me protégeaient de Madame Ockenden. J'ai compté 350 feuilles de beau papier dans la réserve que ma mère cachait sous une pile de vieux chapeaux en feutre, de brosses à habits et d'écharpes de laine dans le placard de l'entrée. De retour dans le passage couvert, j'ai engagé la première feuille vierge dans le chariot de ma vieille machine portable et je l'ai fait avancer. Détaché de moi-même, je me voyais assise dans le passage, entourée de 2 murs blancs de planches, d'un faux buisson d'orangers, d'un bouquet de bouleaux et d'une haie. J'étais aussi petite qu'une poupée dans une maison de poupées. Mon cœur a débordé de tendresse. Je serai ma propre héroïne, déguisée bien sûr. Je l'appellerai Hélène. Hélène. J'ai compté sur mes doigts, cela faisait 6 lettres. 6, comme dans Esther. C'était un bon présage. Hélène était assise dans une vieille robe de chambre jaune qui appartenait à sa mère. Elle attendait qu'il se passe quelque chose. C'était un matin de juillet écrasant de chaleur. Des gouttes de sueur dégoulinaient le long de son dos, une à une, comme de lents insectes. Je me suis redressé et j'ai lu ce que j'avais écrit. Ça avait l'air assez vivant. J'étais assez fier du passage sur les gouttes de sueur comme des insectes. Mais j'ai eu la vague impression d'avoir déjà lu ça quelque part, il y a très longtemps. Je suis restée seule, assise comme ça, pendant 1 heure environ, essayant de penser à la suite. Dans mon idée, la poupée aux pieds nus, avec la vieille robe de chambre jaune de sa mère, elle aussi était assise à regarder dans le vide. « Mais chérie, ne comptes-tu pas t'habiller » Ma mère ne me demandait jamais rien. Elle me raisonnait toujours gentiment, comme une personne adulte intelligente doit parler à une autre personne adulte. Il est presque 3 heures de l'après-midi. J'écris un roman. Je ne peux pas passer d'une chose à l'autre comme ça. Je me suis allongé sur le canapé dans le passage et j'ai fermé les yeux. J'ai entendu ma mère qui débarrassait la table de bridge de la machine et des feuilles de papier pour mettre le couvert du dîner, mais je n'ai pas bougé. L'inertie suintait à travers les membres d'Hélène comme de la mélasse.
elle pensait que l'on doit éprouver ce genre de sensation quand on a la malaria. À ce rythme-là, je pourrais m'estimer heureuse si j'écrivais 1 page par jour. Puis j'ai compris pourquoi ça ne marchait pas. Je manquais d'expérience. Comment écrire à propos de la vie alors que je n'avais jamais eu d'amant, ni de bébé, que je n'avais jamais vu mourir personne? Une fille que je connaissais venait de remporter un prix pour une nouvelle à propos de ses aventures en Afrique chez les Pygmées. Comment pouvais-je rivaliser avec ce genre de choses? À la fin du dîner, ma mère m'avait convaincu que je devais étudier la sténo le soir. Comme ça, j'en ferai d'une pierre deux coups. J'écrirai un roman et j'apprendrai en même temps quelque chose d'utile. J'économiserai aussi un tas d'argent. Le soir même, ma mère exhumait des profondeurs de la cave un vieux tableau noir, et elle l'installait dans le passage couvert. Elle s'est mise au tableau et a commencé à tracer des petites enluminures à la craie blanche, pendant que je restais assise à la regarder. Au début, j'étais pleine d'espoir. Je pensais apprendre la sténo en un tour de main. Quand la bonne femme pleine de taches de rousseur du bureau des bourses me demanderait pourquoi je n'avais pas travaillé en juillet-août pour gagner de l'argent comme les boursières étaient supposées le faire, je lui répondrais que j'avais suivi des cours gratuits de sténo et que grâce à ça, je pourrais moi-même subvenir à mes besoins après le collège. Le seul ennui, c'est que quand j'ai essayé de m'imaginer au boulot, jetant rapidement ligne après ligne sur un bloc, ma tête s'est vidée d'un seul coup. Je ne voyais pas un seul boulot à ma convenance où la sténo serve à quoi que ce soit. J'étais assise, immobile, et je regardais les enluminures de craie qui devenaient de plus en plus floues dans leurs inepties. J'ai dit à ma mère que j'avais une migraine épouvantable, et je suis montée me coucher. 1 heure plus tard, la porte s'est entr'ouverte et elle s'est glissée dans la pièce. J'ai entendu glisser ses vêtements pendant qu'elle se déshabillait. Elle s'est couchée. Sa respiration est devenue plus lente et irrégulière. Dans la vague lueur du lampadaire qui filtrait à travers les stores baissés, je distinguais ses épingles à cheveux qui luisaient comme des petites baïonnettes. J'ai décidé de reporter le roman après mon voyage en Europe et après mon premier amant. Je me suis juré que je n'apprendrais jamais la sténo, pas 1 gramme. Si je n'apprenais pas la sténo, je n'aurais jamais à m'en servir. J'ai songé à employer l'été à lire Finnegan's Wake et à rédiger ma thèse. À la reprise des cours en septembre, je pourrais profiter de ma dernière année au lieu de bûcher. Pas maquillée, pas coiffée, bourrée de café et de benzédrine, comme la majorité des 4e années jusqu'à la fin de leur thèse. Et puis je me suis dit que je pourrais peut-être laisser tomber le collège pendant 1 an et faire de la poterie, ou alors me débrouiller pour aller en Allemagne et travailler comme serveuse jusqu'à ce que je devienne bilingue. Mais tous mes plans se sont mis à sautiller dans ma tête comme toute une famille de lapins insouciants. Je voyais les années de ma vie jalonner une route comme des poteaux télégraphiques, reliés les uns aux autres par des fils. J'en ai compté 1, 2, 3, 19 poteaux, mais après, les fils dansaient dans le vide. Malgré tous mes efforts, je ne voyais pas de poteaux après le 19e. La pièce devenait plus claire à vue d'œil, et je me demandais ce qu'était devenue la nuit. Ma mère était passée de la forme nébuleuse d'une bûche à celle d'une femme d'un certain âge, assoupie, la bouche légèrement entr'ouverte et produisant un petit ronflement avec la gorge. Ce petit bruit de cochon m'exaspérait, et pendant un instant il m'a semblé que le seul moyen d'y mettre fin serait de tordre entre mes mains la petite colonne de peau et de nerfs d'où s'élevait ce bruit. J'ai fait semblant de dormir jusqu'au départ de ma mère pour son école. Mais même mes paupières ne me protégeaient pas de la lumière. Elles tendaient devant mes yeux le rideau cru et rouge de leur petit vaisseau. C'était comme une blessure.
Je me suis glissé entre le matelas et le sommier rembourré, et j'ai laissé retomber le matelas sur moi, comme une pierre tombale. Je me sentais en sécurité dans l'obscurité, mais le matelas n'était pas encore assez lourd. Il en aurait fallu 1 tonne de plus pour me faire dormir. Courrives, passer Notre-Dame, des courbes, de la côte au bras de la baie. Nous râmes par commodes vicus de recirculation vers Howth, Château et environ. James Joyce, Finnegan's Wake. Le gros bouquin me pesait sur le ventre. Courrives, passer Notre-Dame. Je pensais que cette minuscule au début pouvait signifier que rien n'était jamais neuf. Il n'y avait pas de majuscule, même au commencement de tout. Tout ne faisait que découler de ce qui précède. Passer Notre-Dame. Bien sûr, c'était Adam et Ève, mais probablement cela signifiait quelque chose en plus. Bababa dal garak da kaminaron kon bron toneron tun troventar hundas kalamon ton hushuntan tron kemtumuk. J'ai compté les lettres. Il y en avait exactement 100. Je pense que cela avait son importance. Pourquoi devait-il y avoir 100 lettres? J'ai essayé de prononcer le mot à haute voix, avec hésitation. On aurait dit un lourd objet de bois dévalant les escaliers. Boum, boum, marche après marche. J'ai feuilleté les pages du livre. Je les laissais lentement glisser sans les voir. Des mots vaguement familiers, mais complètement déformés comme des visages au palais des glaces, défilaient devant mes yeux, ne laissant aucun souvenir sur la surface polie de mon cerveau. J'ai louché sur la page. Les lettres portaient des barbes et des cornes de bouc. Je les voyais séparées les unes des autres, sautiller bêtement. Puis elles se regroupaient pour constituer les formes invraisemblables comme de l'arabe ou du chinois. J'ai décidé de balancer ma thèse, de foutre en l'air tout le programme du diplôme et de devenir simple professeur de lettres. J'ai regardé la série d'épreuves que mon collège prévoyait pour devenir professeur de lettres. Une des conditions était de suivre un cours sur la littérature du XVIIIe siècle. J'exécrais le XVIIIe. Tous ces petits hommes prétentieux qui avaient écrit des paragraphes serrés, bourrés de raisonnements. J'avais séché tous ces cours. On pouvait faire ça en licence libre. On est beaucoup plus libre. J'avais passé l'essentiel de mon temps sur Dylan Thomas. J'avais une copine, également en licence libre, qui s'était débrouillée pour ne jamais lire une ligne de Shakespeare. Mais c'était une spécialiste des 4 quartets. Je me suis rendu compte combien il me serait difficile, voire même impossible de passer d'un programme libre à un programme très strict. Alors, j'ai regardé ce qu'on exigeait au collège de la ville où enseignait ma mère. C'était encore pire. Il fallait étudier l'anglais ancien, l'histoire de la langue anglaise et un choix de texte, de tout ce qui avait été écrit depuis Beowulf à nos jours. Cela m'a surprise. J'avais toujours méprisé le collège de ma mère parce qu'il était mixte et que les gens qui y allaient n'avaient pu obtenir de bourse pour les grands collèges de l'Est. Maintenant, je me rendais compte que le plus cancre des cancres de ce collège en savait plus que moi. Non seulement ça, mais jamais il ne me laisserait entrer, sans parler de m'offrir une bourse comme celle que je touchais dans mon collège. Je trouverais que je ferais peut-être mieux de travailler pendant 1 an et de repenser à tout ça plus tard. Peut-être pourrais-je étudier le 18e en secret. Mais je ne savais pas la sténo. Alors que faire? Je ne pouvais être que serveuse ou dactylo. Je ne pouvais supporter d'être ni l'une ni l'autre. Tu veux encore des somnifères? Oui. Mais ceux que je t'ai donnés la semaine dernière sont très puissants. Ils ne me font plus rien. Les grands yeux noirs de Teresa étaient songeurs. J'entendais ses 3 enfants parler dans le jardin sous la fenêtre de la salle de consultation. Ma tante Libby avait épousé un Italien et Teresa était la belle-sœur de ma tante,
ainsi que notre médecin de famille. J'aimais bien Teresa. Elle avait des gestes doux et pleins d'intuition. Je crois que c'est parce qu'elle est italienne. Elle a réfléchi un moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux ni dormir ni lire. J'essayais de parler de façon calme et détendue, mais le zombie s'est dressé dans ma gorge et m'a étouffé. J'ai tourné les paumes en l'air. Je crois que Teresa a arraché une feuille de son bloc d'ordonnance pour écrire un nom et une adresse. Tu devrais voir un de mes collègues. Il saura mieux t'aider que moi. Je regardais ce qu'elle venait d'écrire, mais je n'arrivais pas à le lire. Docteur Gordon, a dit Teresa. C'est un psychiatre.